Gaurana, merci de nous rejoindre sur TNTV pour votre journal. Voici les titres de ce lundi 17 novembre. Signature aujourd'hui d'un accord cadre entre la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, un rapprochement destiné à renforcer leur coopération et booster l'économie des deux pays. C'est à la une de ce journal. Des partenariats toujours avec le lancement de la première biennale des universités du Pacifique à l'UPF. Sous le signe de Matahari Ni'a, des délégations venues de toute la région travaillent ensemble pour renforcer la coopération. Nous vous montrerons l'ambiance sur le campus. Et pour éclairer ces enjeux, nous recevrons sur ce plateau Patrick Capolsini, vice-président de l'UPF. Nous irons ensuite à la rencontre de Tearinui Ambeline, 17 ans, qui a choisi de quitter l'école pour créer son activité d'onglerie. Un parcours jeune, assumé, que nous suivrons dans son portrait. Et puis cap sur Mataiva, où Arsène Tétoua s'est lancé dans la vanille. Autodidacte, passionné, il cultive et prépare lui-même ce produit d'exception malgré l'éloignement de son île. 6 ans de discussion, de report, de crise d'abord sanitaire, puis la signature finalement tombée ce matin. Le président de la Polynésie française et son homologue calédonien Alcide Ponga ont scellé un accord cadre qui relance officiellement la coopération entre les deux territoires. Les détails avec Nicolas Pérez et Jeanne Tinoroy. 6 ans après la signature d'un protocole d'entente entre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, un accord cadre est aujourd'hui ratifié entre les deux territoires. Un engagement commun pour favoriser des échanges dans des domaines variés. Ça peut se faire dans les mois qui viennent, notamment dans le secteur primaire. On a beaucoup de discussions qui sont à un stade avancé, en matière touristique également et en matière budgétaire. On a quelques échanges qui se font entre le MEF, le ministère des Finances ici, et la Calédonie. Si les exportations de biens et services du Fénois vers la Nouvelle-Calédonie représentent annuellement près de 120 millions de francs de chiffre d'affaires, celle de la Calédonie vers la Polynésie grimpe à 273 millions par an, soit 127% de plus. Si on peut équilibrer cette balance, c'est bien sûr mieux. Vous le savez, on a, nous, déjà anticipé cette espèce de marché commun du Pacifique, puisqu'on a pris un abaissement des tarifs douaniers sur tous les pays de la région, y compris nos collectivités de Nouvelle-Calédonie et de Wallis. Le Caillou souhaite néanmoins combler son retard sur des secteurs tels que le tourisme et le numérique, là où la Polynésie est aux avant-postes dans le Pacifique. Et la question de la connectivité aérienne, elle est très très importante et il faut qu'on puisse travailler ensemble pour voir comment est-ce qu'on s'organise mieux entre nous, les frères du Pacifique. Je parlerai aussi du numérique, je parle sous le contrôle d'un président qui est plutôt informaticien. Et donc nos équipes du numérique ont beaucoup travaillé. Lui est beaucoup avancé sur la question du câble avec Google, etc. et tout. Ce que nous, on a quelque part loupé un peu de notre côté. Donc voilà, ça fait partie des sujets sur lesquels il faut qu'on travaille ensemble, qu'on s'entraide, qu'on s'auto-conseille. Au total, près de 20 thèmes sont en discussion pour développer ce projet de partenariat entre ces deux territoires du Pacifique. On parle encore de partenariat avec ce rendez-vous inédit ce matin du côté de l'UPF, la première biennale des universités du Pacifique. Placée sous le signe de Matahari Ni'a, elle réunit des délégations venues de toute la région autour d'un thème central. Aller plus loin dans les échanges sur le front de la recherche et de la formation. Reportage sur place de Laure Philibert. Elles viennent de tout le Pacifique Sud. Ces délégations de chercheurs, d'enseignants et d'élèves participent au tout premier rassemblement des universités pour renforcer la coopération régionale. Lancée ce lundi, cette biennale a vocation à dessiner d'autres formes de collaboration autour de projets académiques structurants. C'est la première fois qu'on regroupe 8 universités du Pacifique, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Hawaï, des Vanuatu, de Samoa et des îles Salomon. Donc on est assez fiers d'héberger cet événement. Le Matahari Ni'a et la navigation aux étoiles sont les fils conducteurs
de ces rencontres. C'est aussi complètement en lien avec l'esprit du projet qu'on pilote à l'université qui s'appelle Narwa, qui est la navigation par les étoiles. Et comme cette période, c'est une période d'abondance et de renouveau, pour nous c'était symbolique de réunir l'ensemble des universités pour pouvoir travailler ensemble à créer quelque chose et à créer une communauté du Pacifique entre nous et pour déployer des projets communs pour les années à venir. L'Australie fait partie du Pacifique et qu'on a du beau travail à faire ensemble. Et en fait, c'est très important ce qu'on fait ici ensemble dans le Pacifique pour maintenir le Pacifique. En parallèle des conférences, les élèves des filières de langue et civilisation polynésienne préparent un grand Mahataiti en plein cœur de l'université, un moment de partage et d'échange. Je pense qu'ils ont aussi des choses qui peuvent nous inspirer et je pense aussi qu'on les inspire aussi parce que c'est pas évident de mettre en place des apprentissages de ce type-là et je pense que l'inspiration est respective. Ça c'est rare surtout de voir des jeunes de nos jours travailler sur ce genre de choses. Du coup, moi je suis très heureux qu'ils puissent venir voir et qu'ils voient de leurs propres yeux que, en fait, non, les jeunes polynésiens, c'est tout haïtien. Il n'y a pas que des jeunes caïds qui traînent sur la route, quoi. Il y en a qui mettent la main à la pâte, tout ça. Autre objectif de ces rencontres, favoriser encore davantage la mobilité des étudiants à travers les universités du Pacifique et tracer une feuille de route commune face aux grands défis régionaux. Et pour approfondir ces enjeux, nous recevons Patrick Capolsini, vice-président de l'UPF en charge de la transformation de l'établissement Yaurana. Ces biennales n'avaient jamais existé dans le Pacifique. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a déclenché cette première édition? Alors c'est vraiment le projet Narwa dont on a parlé, qui est un projet sur 8 ans, où on a eu des financements assez importants depuis la métropole, dans le cadre de France 2030, et qui nous permet aujourd'hui de travailler à la transformation de notre offre de formation. Donc, quelle formation on offre? Donc, on a déjà ouvert une nouvelle formation de licence sur tout ce qui était transition, écologie et société. On ouvrira en septembre encore une nouvelle formation de licence sur les océans, tout ce qui est économie bleue, océan, défis durables autour des océans. Et puis, on transforme aussi nos formations, la manière dont on enseigne, avec beaucoup plus de projets, avec beaucoup plus de choses comme ça. Et en plus, dans ce Narwa, il y a l'idée de travailler à l'international. Donc d'avoir des formations beaucoup plus axées sur l'international, avec des enseignants d'universités partenaires qui viendraient donner des cours chez nous, nos enseignants qui pourraient donner des cours dans leur formation, travailler comme ça, des échanges d'étudiants, bien entendu. Et donc tout ça, ça va enrichir nos formations. Donc on va changer les méthodes d'enseignement, on va proposer des stages ou des départs dans des universités partenaires. Donc le but, c'est d'avoir des échanges, en fait. D'avoir des échanges, absolument, mais de plein de formes différentes, en fait, avec l'idée de travailler même à des doubles diplômes, à des doubles diplomations, des étudiants qui pourraient avoir, en partant par exemple un semestre dans une université partenaire, avoir un diplôme de l'université partenaire et un diplôme de l'UPF. Et quand est-ce que ça va se mettre en place ? Alors, on lance les formations. On a lancé une formation l'année dernière. On lance une nouvelle formation là en septembre prochain. Donc, les mobilités, elles se font plutôt sur la 2e ou la 3e année de ces formations. Donc, ça sera plutôt sur fin 2026, début 2027. Alors, vous avez choisi de placer cette biennale sous le signe de Matahari. Pourquoi ce choix ? Parce que Narwa, comme ça a été dit dans le reportage, c'est la navigation par les étoiles, c'est ce que ça signifie. Donc c'était hautement symbolique. Ce matin, on a eu une conférence inaugurale sur les gènes, en fait, sur qu'est-ce que nous disent les gènes sur le peuplement du Pacifique. Donc c'est quelque chose qui, évidemment, nous concerne tous là-dessus. Donc il y avait vraiment cette symbolique des étoiles et de ce chemin à parcourir ensemble. Alors, ce projet change-t-il la manière d'enseigner, de faire de la recherche ici à Tahiti? Alors, c'est un projet qui est surtout axé enseignement. Donc, l'idée, c'est effectivement de changer la manière d'enseigner. On a beaucoup de projets, par exemple. Donc, c'est de la pédagogie par projet, ce qu'on appelle la pédagogie par projet. Donc, c'est plus seulement l'enseignant qui délivre son savoir, les étudiants qui écoutent. On demande aux étudiants de s'investir dans des projets avec des entreprises locales, avec des associations. Donc, le projet est un peu le fil conducteur de l'enseignement. Et les enseignements viennent alimenter cette pédagogie par projet. Il y a des projets qui sont déjà identifiés? Oui, on travaille, on met des choses en place avec des sociétés sur les énergies, par exemple, avec des sociétés sur le recyclage, sur tout ce qui est économie circulaire, recyclage, avec des projets sur le repeuplement, sur la biodiversité, des choses importantes avec ça. Et donc, on travaille avec des entreprises locales et des associations locales. Durant cette biennale, plusieurs ateliers portent sur les défis communs des îles du Pacifique, transition, océan, climat. L'UPF apporte sa contribution sur le front de la recherche, notamment aujourd'hui.
quels sont les projets phares, quels sont les projets de recherche phares et les principales découvertes à retenir? Alors, Narwa n'est pas un programme de recherche, mais néanmoins, on a souhaité avoir... il était dommage de faire venir autant d'universités partenaires et de ne pas parler de recherche. Donc, on a une session recherche mercredi. Les sujets forts de la Polynésie, eh bien, c'est tout ce qui est écologie, biologie marine, aquaculture, donc toute cette partie-là. Mais on a aussi tout ce qui est sciences sociales. La culture polynésienne, les langues polynésiennes. On a de très jolis projets qui se développent autour des langues polynésiennes et océaniennes, donc de manière beaucoup plus vaste. La culture, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup nos partenaires, hawaïens, néo-zélandais, australiens. On a tous ce besoin de travailler sur cette culture, de mettre en valeur la culture, de mettre en valeur les langues, de mettre en valeur ce qui fait la spécificité de ces peuples polynésiens. Donc ça, c'est vraiment des axes de recherche qui sont très importants, à côté de tout ce qui est un peu plus sciences dures, j'ai envie de dire, biologie, écologie, marine, terrestre, etc. Donc on a vraiment ces aspects, sciences humaines et sociales, et puis des sciences un peu plus appliquées. C'est un ancrage en fait pour les étudiants et les familles du Fénois. Absolument. Et puis l'océan, c'est ce qui nous réunit tous dans cet océan Pacifique. C'est vraiment ce qui est le plus important. Merci Patrick Capolsini d'avoir été avec nous. Avec plaisir, merci à vous. Et Matarinia ne résonnait pas seulement sur le campus aujourd'hui. À Taoné aussi, un moment symbolique a réuni les équipes du centre hospitalier. Le CHPF a inauguré ce matin une stèle dans le hall principal ouvrant une semaine d'échange avec l'association Haururu. Un moment marqué aussi par la présentation de son nom traditionnel, Te Va'aora no Taoné, le navire de la vie. Ce soir, gros plan sur le parcours d'une très jeune entrepreneur. À seulement 17 ans, Te Arinui Ambine a choisi de tracer sa propre voie en se lançant dans l'anglerie. Un portrait d'une détermination précoce et assumée signé Naya Bennett. J'ai décidé d'arrêter l'école l'année dernière parce que j'étais tout le temps cette fille que les profs ils rabaissaient, etc. Et du coup, je commençais à plus avoir confiance en moi jusqu'à que je découvre le monde de l'anglerie. Et du coup, je suis tombée amoureuse et voilà, j'ai décidé de me lancer. En fait, c'est surtout ma mère qui m'a poussée parce qu'elle voyait tout le temps en train de me mettre du vernis et tout. Et du coup, elle m'a pris une formation et ça a débuté de là. Mais en fait, je pense que le système scolaire actuel n'est pas fait pour tous les enfants. Donc il y a des enfants qui sont plus manuels, plus artistes. Et c'est le cas de Te Arinui. Et depuis qu'elle a quitté l'école, on l'a vu vraiment s'épanouir et avoir le courage de se lancer, de faire face aux critiques. Et là, on a vraiment vu qu'elle était motivée pour faire ce qu'elle aimait. Au début, c'est dur de se faire connaître et tout. Il faut poster des TikTok et tout. Il y en a plein qui critiquent, etc. Donc ça a été un peu dur. Surtout ma génération. Mais après, à force, entendre tous les adultes me dire qu'ils sont fiers de moi et tout, ça m'a donné de la force. Ça a commencé l'année dernière. J'ai commencé à travailler avec ma maman pour gagner des sous et justement pour pouvoir payer mon matériel, etc. Et en fait, j'ai pas vraiment envie d'aide parce que je préfère vraiment faire de moi-même, comme ça je peux me dire que c'est moi qui ai réussi à faire ça et que j'ai eu besoin de personne. Pour moi, le plus dur, c'est de devoir faire face aux clients, par exemple, de mauvaise humeur ou quelque chose comme ça, et de devoir garder son calme et son sang-froid et de toujours avoir l'air professionnel, quoi. J'aimerais bien avoir mon salon, mais plus un peu dans le monde de l'esthétique, c'est-à-dire les cils, esthéticiennes, etc. Maintenant, je sais que j'ai réussi et que j'ai le soutien de beaucoup de personnes et que je suis persuadée que je vais aller loin plus tard et que voilà, maintenant j'ai carrément confiance en moi et que je sais que je suis capable de beaucoup de choses. Et puis, les services aux usagers évoluent. Avec Rumia, le pays met en place une identité numérique polynésienne liée aux identifiants CPS Tatau et un portail unique pour centraliser les démarches en ligne. Un seul compte, un accès simplifié aux téléservices, un suivi plus clair des dossiers et un espace pour conserver ses justificatifs. Jean-Philippe Péala, directeur du système d'information du gouvernement, nous explique ce que cela va changer au quotidien. C'est vraiment un portail pour faciliter la vie des usagers. Sa vocation, c'est vraiment simplifier le parcours, ce qu'on appelle le parcours de l'usager, se connecter facilement, toujours avec les mêmes identifiants, trouver facilement sa démarche, réaliser sa démarche toujours de la même manière, en lui expliquant les choses de manière la plus simple possible. Très rapidement, il y aura la totalité des téléservices
du pays qui vont être catalogués en langage clair avec un moteur d'intelligence artificielle qui va les aider à trouver la démarche qu'ils recherchent, donc en s'exprimant avec lui de manière tout à fait naturelle. À Moorea, la campagne de prise en observation directe contre la filariose a débuté aujourd'hui. Le traitement est disponible dans 12 points stratégiques, à l'hôpital, dans certaines mairies et dans certains grands commerces. Il est aussi distribué dans les écoles et dans certaines pharmacies. Rappelons que la filariose connaît un certain rebond ces dernières années sur l'île Sœur. Pour venir à bout de la maladie et renforcer la protection de l'île, toute la population est vivement invitée à participer. On s'envole maintenant pour Mataïva à la rencontre d'un passionné. Arsène Tétois s'est lancé dans la culture de la vanille et mène seul tout le processus de production. Portrait d'un autodidacte avec Naya Bennett et Mataï Hourey. C'est au mois d'avril 2022 que la serre d'Arsène voit le jour. Ancien employé de la compagnie aérienne domestique et historique locale, cet agriculteur en devenir s'est tourné vers la vanille pour préparer sa retraite. Quand j'étais dans la vie active sur Tahiti, je réfléchissais déjà 4 ans à 5 ans même avant que je prenne mon départ volontaire. C'est un défi et en même temps, c'est que tu peux prétendre partir et créer autre chose. Si des aides existent pour monter une culture sous serre, Arsène décide de ne pas en faire la demande, préférant compter sur lui et sur les aides et les idées de ses amis. Par le biais d'un copain, il est venu pour monter un modèle d'arrosage automatique avec brumisateur. C'est réglé de 2 heures le matin et 2 heures en fin d'après-midi. Et en consommation d'eau, c'est quand même 90 litres. 3 ans et demi déjà qu'Arsène cultive la vanille. Au bout d'1 an et demi, les premières gousses de vanille ont fait leur apparition. Mais c'est cette année qu'il espère en tirer quelques profits. Pour cela, il lui faut commercialiser ses gousses. L'année dernière, j'ai été à la dague de Papara pour pouvoir faire une formation accélérée d'1 semaine et pour pouvoir prétendre à passer un brevet de préparateur de vanille. C'était le seul moyen pour pouvoir prétendre qu'ici même, à Mataïva, on peut créer jusqu'à la finition. Si d'autres cultivateurs sont présents sur l'île avec des cultures sauvages, Arsène est le seul à cultiver la vanille sous serre. C'est ainsi que nous refermons ce journal. Dans un instant, Tohu Whenua, Tohu Ora, spécial Salon des Marquises, puis votre magazine Nos Différences. Et ce soir, place à 2 épisodes de House of Cards et d'enquête exclusive. On se quitte sur ces voix qui ont résonné pour Mataharini à OCHPF. Très belle soirée à tous sur TNTV. À demain, même heure.